Imaginez, en 1829, un livre sort, sans nom d'auteur. Et ce livre plonge ses lecteurs dans les pensées d'un homme qui attend la mort, qui attend son exécution. Forcément, ça pose une question assez troublante. Mais d'où vient ce texte? Est-ce que c'est le vrai journal d'un condamné ou une pure fiction? Le mystère est total. Le livre nous met face à l'angoisse brute d'un condamné, mais son origine est laissée dans le flou. Et c'est voulu. Alors, confession authentique d'un vrai prisonnier ou coup de génie d'un écrivain? Très vite, le masque tombe. L'auteur se dévoile, c'est Victor Hugo. Et il le dit haut et fort, son livre n'est pas juste un roman, il n'a qu'un seul but. Être une arme contre la peine de mort. Et attention, son intention, ce n'est pas de défendre un criminel en particulier, de dire celui-là est innocent. Non, c'est de s'attaquer au système, à l'institution elle-même. C'est une plaidoirie pour tous les accusés, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, regardons d'un peu plus près comment il s'y prend. La stratégie d'Hugo, elle est vraiment brillante. Elle se déploie en 2 temps. D'abord, il y a l'attaque frontale, purement logique. Il va s'attaquer avec une rationalité implacable à tous les arguments qui justifient la peine capitale. En gros, Hugo identifie les 3 grands piliers qui soutiennent la peine de mort à l'époque. Et ce qu'il va faire, c'est les démolir, un par un, pour montrer à quel point ils sont, selon lui, absurdes. Premier argument, la nécessité, la sécurité. L'idée, c'est de dire, bon, cette personne est dangereuse, il faut l'éliminer pour protéger la société. Et là, la réponse d'Hugo est simple, presque évidente. Il dit, attendez, la prison à vie, ça existe. Si le but, c'est juste de mettre quelqu'un hors d'état de nuire, la prison suffit. Pas besoin de tuer. Deuxième argument, la vengeance. L'idée que la société doit punir, se venger. Pour Hugo, c'est une grave erreur. La vengeance, c'est une pulsion individuelle, personnelle. La société, elle, doit s'élever au-dessus de ça. Son rôle n'est pas de répondre à la violence par la violence, mais d'éduquer, de réformer. Et enfin, le 3e pilier, peut-être le plus puissant à l'époque, l'exemple. L'idée que le spectacle de la guillotine va faire peur et dissuader les futurs criminels. La réponse d'Hugo est cinglante. Il dit que non seulement ça ne marche pas, mais que c'est pire. Ça transforme un acte de justice en un spectacle morbide qui dégrade la conscience du peuple au lieu de l'élever. Mais voilà, Hugo n'est pas qu'un logicien. Si c'était arrêté là, le livre n'aurait jamais eu le même impact. Le vrai coup de maître, c'est de nous faire changer complètement de point de vue. On quitte le débat d'idées pour entrer dans la tête, dans l'âme du condamné. Pour que son plaidoyer ne soit pas juste une abstraction, Hugo nous enferme littéralement avec le prisonnier. Pendant 6 semaines, on vit avec lui cette attente, ce compte à rebours absolument insoutenable de chaque minute qui le rapproche de la fin. On ressent cette suffocation psychologique. Chaque pensée, chaque rêve, chaque instant est dévoré par cette seule et unique certitude. C'est une prison dans la prison. Une torture mentale qui commence bien avant la torture physique. Et c'est là qu'Hugo concentre toute la force de son argument en une seule scène, une scène dévastatrice, qui nous montre qui paie vraiment le prix de cette justice. L'innocence de l'enfant devient une arme d'une cruauté infinie. Pour elle, son père n'existe déjà plus. C'est la mort avant la mort. Et c'est là que tout s'effondre. Le véritable châtiment, ce n'est pas seulement de perdre la vie, c'est de perdre sa place dans la mémoire de ceux qu'on aime. C'est être oublié avant même d'être parti. Après l'horreur psychologique, l'horreur de l'intérieur, Hugo nous force à regarder la machine, la réalité froide, physique, brutale, de l'échafaud lui-même. En s'appuyant sur des faits réels rapportés dans sa préface, Hugo détruit complètement le mythe d'une mort propre et rapide. Il expose la barbarie mécanique, les ratés, l'atroce boucherie que ça peut devenir. Et il y a ce rituel, la toilette du condamné. C'est un processus de déshumanisation, une procédure froide, bureaucratique. Chaque geste est calculé pour transformer un homme en un objet, une chose prête pour l'abattoir. Mais Hugo ne nous laisse pas juste avec cette horreur. Il nous propose une vision. Il nous pose une question fondamentale pour l'avenir. Il ne fait pas que détruire, il propose de reconstruire. Il imagine un système basé sur la compassion, sur la réhabilitation. Il rêve d'une société qui chercherait à soigner plutôt qu'à punir. Une idée incroyablement en avance sur son temps. Hugo nous laisse avec cette question essentielle, qui interroge la nature même du progrès. Une société peut-elle vraiment se dire civilisée tant qu'elle conserve, au cœur de sa justice, la figure du bourreau? La question reste ouverte.